Donald Trump venait à peine de monter sur scène lorsqu'il lança une exigence aussi brutale qu'inattendue. Réclamait à la Chine la somme colossale de 600 milliards de dollars, comme s'il pouvait, à lui seul, contraindre la deuxième puissance économique mondiale à s'exécuter. Pendant que le G7 tentait tant bien que mal de projeter une image d'unité face à cette déclaration tonitruante, Washington élevait la voix, exigeant une forme de compensation spectaculaire. Mais au moment même où ces discours tenaient en accident, Pékin préparait quelque chose de bien plus inquiétant et totalement invisible pour le grand public. Alors que l'Europe et l'Amérique épuisaient leurs réserves financières pour soutenir des monnaies vacillantes et des économies fragilisées, la Chine agissait dans l'ombre. Elle n'accumulait pas des slogans, ni ne répondait par des menaces. Elle accumulait de l'or, du métal tangible, du métal physique, des tonnes entières. Et lorsque les autres nations commencèrent à comprendre l'ampleur de cette stratégie, le processus était déjà trop avancé pour être stoppé. La scène géopolitique n'avait pas encore absorbé le choc de la déclaration de Trump qu'un mouvement beaucoup plus discret s'installait déjà, redessinant lentement, mais sûrement, les rapports de force mondiaux. Tandis que le président américain brandissait sa demande astronomique comme une facture adressée à Pékin au nom du G7, la Chine choisit une voie totalement différente. Pas de communiqué offensif, pas de contre-attaque verbale, pas de menace symétrique. Rien. Seulement un mutisme parfaitement calculé, lourd de sens pour qui savait l'observer. Ce silence n'était pas une marque de faiblesse, mais un masque. Une façade soigneusement construite pour laisser croire à une hésitation, alors qu'en réalité, le véritable travail était en train de s'opérer loin des caméras. Pendant que les dirigeants du G7 se déchiraient en coulisses sur la manière d'aborder l'initiative américaine, Pékin se concentrait sur un terrain infiniment plus stratégique, le renforcement méthodique de son arsenal monétaire en or. Là où les pays occidentaux puisaient dans leurs réserves pour stabiliser des budgets sous tension, soutenir des monnaies malmenées ou amortir la volatilité de leurs marchés obligataires, la Chine avançait avec une précision clinique. Aucun discours, aucune annonce. Juste un effort continu, patient, presque chirurgical, pour absorber autant de métal jaune que possible. Lorsque Trump dévoila sa demande, conçue non pas comme une ouverture au dialogue, mais comme une forme de sanction déguisée, les marchés mondiaux s'agitèrent. Des spécialistes chevronnés affirmèrent n'avoir jamais vu une telle proposition dans l'histoire récente des relations économiques internationales. Le montant évoqué était si extravagant, si éloigné des pratiques habituelles que même les partenaires du G7 ne savaient comment réagir. Et pour cause, l'unité affichée n'était qu'une mise en scène. Derrière les déclarations harmonieuses, les divergences étaient profondes. Le Japon, étroitement lié à l'économie chinoise, redoutait un choc direct sur son industrie manufacturière déjà éprouvée. L'Allemagne, dépendante du marché chinois pour son secteur automobile et mécanique, craignait une confrontation qui pourrait paralyser ses exportations. Le Canada et plusieurs États européens s'inquiétaient d'une spirale tarifaire qui risquait d'alimenter une inflation déjà insupportable pour leur population. Quant à l'Italie, encore instable diplomatiquement après son retrait de l'initiative des nouvelles routes de la soie, elle refusait de se laisser entraîner dans une querelle dont elle ne maîtrisait ni les règles ni le rythme. Pendant que la cacophonie occidentale montait, Pékin restait immobile. Aucune réaction, aucun geste. Et c'est précisément cette absence de réponse apparente qui dérouta les observateurs. Beaucoup pensaient que la Chine était surprise ou embarrassée. Ils faisaient erreur. Ce silence était le premier mouvement d'un plan mûri depuis longtemps, une transformation progressive et profonde de l'architecture financière mondiale. Alors que la polémique autour des 600 milliards enflait dans les médias occidentaux, les publications officielles chinoises adoptaient un ton radicalement différent. Aucune emphase, aucun commentaire dramatique sur les accusations américaines. À la place, des rapports froids, techniques, centrés sur la stabilité financière, la solidité du yuan et surtout, une discrète augmentation des réserves d'or du pays. Pour le grand public, ces documents semblaient insignifiants. Pour les analystes, ils prenaient la forme de messages codés annonçant une réorientation majeure de la stratégie monétaire chinoise. L'objectif était limpide, réduire l'exposition au dollar en renforçant progressivement un actif que personne ne pouvait bloquer, manipuler ou confisquer. L'or ne dépend d'aucune banque centrale, d'aucun réseau de paiement, d'aucune décision politique étrangère. Contrairement aux bons du Trésor américain, il n'est pas vulnérable à des sanctions. Contrairement aux transactions bancaires internationales, il ne peut pas être gelé par un simple décret. Et contrairement au système dominé par l'Occident, il échappe totalement au contrôle de Washington.
Depuis plus d'une décennie, la Chine avait déjà engagé un mouvement de désengagement progressif vis-à-vis des actifs en dollars. Elle avait réduit ses avoirs en obligations américaines à des niveaux jamais atteints depuis 15 ans, multiplié les accords commerciaux réglés en yuan et développé son propre système de paiement international, le CIPS, pour contourner les infrastructures dominées par les États-Unis. Mais cette nouvelle phase allait plus loin. Elle visait à protéger une partie de la puissance financière chinoise de toute influence extérieure. Les chiffres officiels évoquaient une hausse régulière mais modeste des réserves d'or. Pourtant, les experts soupçonnaient une réalité bien différente. La Chine dispose d'un réseau tentaculaire d'entreprises minières, de raffineries et d'intermédiaires publics ou semi-publics capables d'acheter du métal précieux en Afrique, en Russie ou en Asie centrale, sans passer par les circuits habituels. Autrement dit, Pékin pouvait acquérir beaucoup plus d'or que ce qu'elle déclarait à ses partenaires internationaux. Au même moment, les membres du G7, eux, se trouvaient sous pression. Le Royaume-Uni, le Japon, l'Allemagne, l'Italie et d'autres pays vendaient des quantités d'or, parfois modestes, parfois significatives, pour combler des déficits, calmer des marchés volatiles ou soutenir des devises fragilisées. Cette conjoncture créait une opportunité rare, presque historique. Un transfert d'or des nations endettées vers un acheteur unique, stable, déterminé, la Chine. Lingot après lingot, Pékin avançait patiemment dans ce que les spécialistes appellent une stratégie d'accumulation furtive. Certaines puissances l'ont déjà utilisée lors de périodes de transition géopolitique afin de repositionner leur bilan financier avant un basculement majeur. Cette fois-ci, la demande spectaculaire de Trump servait involontairement de couverture. Tous les regards se tournaient vers les déclarations américaines. Personne ne surveillait les coffres. Ici, le véritable enjeu n'était pas seulement de renforcer le yuan. Et si la Chine préparait un système dans lequel le dollar perdrait une partie de son influence mondiale? La chronologie n'avait rien de hasard. Les pays occidentaux traversaient une période de fragilité exceptionnelle. Dette publique en explosion, tensions budgétaires et interventions massives pour soutenir des monnaies affaiblies. Autant de failles qui forçaient ces États à vendre précisément l'actif le plus important à long terme, leur or. C'est dans ce contexte que certains analystes ont commencé à craindre un basculement structurel. Si Pékin accumule plus d'or qu'elle ne l'avoue, et que le G7 en vend plus qu'il ne le reconnaît, alors l'équilibre des réserves mondiales pourrait glisser à une vitesse inédite. Ce changement serait autant financier que politique, stratégique et même militaire. Car derrière chaque lingot se cache une question dérangeante. Que fera la Chine lorsque la taille réelle de ses réserves d'or deviendra un levier ? Les estimations les plus prudentes suggéraient déjà que les stocks officiels chinois étaient largement sous-déclarés. D'autres scénarios, soutenus par des experts militaires ou géoéconomiques, suggéraient que Pékin, via ses banques publiques, ses fonds souverains, ses conglomérats stratégiques et même certaines branches de l'armée, pourrait détenir le double, voire davantage. Si cela est vrai, alors la Chine serait déjà assise sur le plus grand trésor d'or de la planète, dépassant discrètement les États-Unis, bouleversant l'équilibre financier mondial sans qu'aucun discours n'ait été prononcé. La demande américaine de 600 milliards n'avait pas seulement irrité Pékin, elle avait offert à la Chine un prétexte parfait pour accélérer un virage qu'elle avait déjà amorcé. Si Washington ou ses alliés envisageaient encore d'utiliser le dollar comme arme de pression, alors Pékin comptait bâtir un rempart impossible à contourner. Pendant que les capitales occidentales vendaient de l'or pour boucler des budgets étouffés, soutenir des devises malmenées ou rassurer des investisseurs nerveux, la Chine, elle, achetait. Sans relâche. Elle n'essayait pas de résoudre une urgence immédiate, elle s'attaquait directement au cœur du système, la domination mondiale du billet vert. Aucune déclaration n'était nécessaire, aucun ultimatum ne devait être prononcé. Il suffisait d'attendre que les économies du G7, contraintes par leurs propres difficultés internes, libèrent sur les marchés internationaux exactement ce dont Pékin avait besoin. Un flux constant, discret et politiquement neutre de métal précieux. Et comme un aimant, ce flux convergeait naturellement vers le plus grand acheteur du monde, celui qui possédait la stabilité, l'industrie et les réserves de change suffisantes pour absorber chaque opportunité. Le résultat était mathématique. Quand le G7 vendait de la puissance future pour survivre au présent, la Chine achetait de la souveraineté à long terme. Et tout cela se déroulait dans un silence remarquable. Pas de sommets internationaux, pas de menaces diplomatiques, pas de déclarations enflammées. Uniquement un siphonnage implacable du seul actif universel que même les sanctions les plus sévères ne peuvent atteindre. Lorsque les analystes occidentaux finirent par saisir l'ampleur du phénomène, il était déjà trop tard. Les gains stratégiques étaient verrouillés. Une ironie cruelle apparaissait alors. La demande spectaculaire de Trump, censée affaiblir Pékin,
avait peut-être accéléré exactement ce que Washington voulait empêcher. Plus les États-Unis paraissaient imprévisibles, plus l'or, tangible, neutre, incorruptible, retrouvait de l'attrait, non seulement pour la Chine, mais pour tout pays cherchant à se protéger d'un système financier trop exposé au dollar. Ce que beaucoup ne comprenaient pas encore, c'est que cette accumulation n'était pas motivée par une simple quête de richesse. C'était un projet civilisationnel, une vision stratégique de long terme conçue pour détacher progressivement la Chine de toute dépendance structurelle aux institutions dominées par l'Occident. L'or n'était plus un métal, c'était un bouclier, une monnaie de repli, une arme de stabilité. Pendant des décennies, l'Occident avait gouverné l'économie mondiale grâce à une architecture financière qu'il contrevait entièrement. Le dollar, le FMI, la Banque mondiale, SWIFT, les agences de notation, les marchés obligataires. Mais l'or court-circuite tout cela. Avec suffisamment de métal précieux, un État peut ancrer sa monnaie sur un actif réel, soutenir son marché intérieur sans dollars, commercer avec ses partenaires sans passer par les banques occidentales, contourner les sanctions et même redessiner les flux économiques mondiaux. C'est exactement ce que Pékin construisait, partiellement, presque invisiblement. Plusieurs signaux s'accumulaient. Des tests de règlement en yuan adossés alors au Moyen-Orient, l'essor rapide des raffineries chinoises reconnues internationalement, des accords entre banques centrales de pays étranglés par leurs dettes en dollars, l'augmentation des achats de matières premières payées directement en yuan. Pris isolément, ces éléments semblaient banals. Ensemble, ils formaient le plan d'un système financier parallèle, déjà opérationnel en silence, prêt à prendre de l'ampleur au moindre choc international. Pendant que les capitales occidentales continuaient leur course à court terme, chaque vente d'or pour soutenir une devise, chaque déficit public record, chaque intervention désespérée pour calmer les marchés fragilisait davantage le socle même du pouvoir du G7. La Chine, à l'inverse, achetait de leviers géopolitiques, année après année, sans geste spectaculaire. Et c'est là que se jouait la vraie bascule. Pas dans une guerre ouverte, pas dans une crise visible, mais dans un transfert discret et constant de richesses réelles. Une migration lente, presque imperceptible, du métal précieux de l'Ouest vers l'Est. Cette glissade silencieuse pourrait, à long terme, changer davantage le monde que n'importe quel discours ou sommet international. Finalement, l'histoire ne retiendra peut-être pas la demande théâtrale des 600 milliards, mais le mouvement quasi invisible qu'elle a involontairement déclenché. Tandis que les caméras s'attardaient sur les déclarations publiques, la Chine construisait pierre après pierre un refuge monétaire capable de remodeler l'équilibre géopolitique mondial. Et quand Pékin décidera d'activer pleinement ce levier, il sera trop tard pour se demander comment on en est arrivé là, car les vraies révolutions financières ne naissent jamais dans le bruit. Elles apparaissent quand le silence devient irréversible. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que cette stratégie silencieuse de la Chine pourrait réellement transformer l'équilibre économique mondial ? Ou bien exagérons-t-on son impact ? J'aimerais vraiment connaître votre avis. Pensez-vous que le dollar va perdre de son influence dans les prochaines années ou pas du tout ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je suis impatient de vous lire et d'échanger avec vous. Merci infiniment pour votre attention et pour votre fidélité à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est grâce à vous que je peux continuer à vous proposer ce type de contenu. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien manquer et à partager la vidéo autour de vous. Ça aide énormément. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans le même esprit. Prenez soin de vous et à la prochaine.